Bonjour à tous, merci pour cette introduction, merci à vous pour votre intérêt. J'ai le plaisir de vous parler à mon tour du rôle de l'hydroélectricité dans le cadre de la nécessité d'une gestion plus intégrée de l'eau, au travers de cette présentation intitulée « De producteurs à gestionnaires de l'eau, quels sont les enjeux pour les entreprises hydroélectriques ?» Je crois nous le savons et nous l'avons bien vu ce matin au travers des diverses présentations. La gestion intégrée de l'eau et des divers usages qui en dépendent représente l'un des grands défis du XXIe siècle. Et dans ce cadre-là, il est clair que l'un des acteurs clés est l'hydroélectricité, qui notamment au travers des différents barrages alpins qui la composent, permettent une capacité de stockage et de redistribution de cette eau à des fins pour permettre aux divers usages de pouvoir prendre forme. Je vais aborder cette présentation en 3 parties. D'abord en vous présentant les enjeux du changement climatique qui sont directement liés à la production hydroélectrique. Ensuite, en me focalisant sur les nouvelles opportunités aussi pour le secteur. Et puis je terminerai en vous présentant les prémices de quelques esquisses autour des bassins multi-usages que nous analysons à présent dans le cadre d'une gestion plus intégrée de l'eau. Parce qu'en effet, historiquement, un droit d'usage exclusif, un droit exclusif d'utilisation des eaux a été donné aux sociétés hydroélectriques, moyennant le paiement de redevances hydrauliques annuelles aux communautés concédantes. Mais aujourd'hui, le secteur a aussi conscience de la nécessité d'une gestion encore plus globale de l'eau et de ses multiples fonctions, tout en permettant d'assurer la mission première du secteur, qui est donc de garantir un approvisionnement énergétique pour le pays. Donc on le sait, cet enjeu il est complexe, il est aussi crucial, et c'est pourquoi les stratégies actuelles se basent sur des connaissances scientifiques solides, comme on l'a bien vu aussi ce matin, sur le nécessaire dialogue entre les différents acteurs du territoire, ce qui sera bien mis en évidence tout à l'heure par Aude Soureya, et par la proposition de stratégies et de nouvelles innovations dans un esprit de durabilité. Donc, au niveau des enjeux du changement climatique, comme on l'a vu aussi ce matin au niveau des scénarios CH 2018 qui ont été présentés par Tristan Brauchli, les prévisions clés du changement climatique, si on les résume, peuvent se synthétiser comme des projections pour des étés plus secs et plus chauds, des hivers plus doux et pluvieux, une augmentation en altitude de la ligne de neige et une augmentation de la fréquence et de l'amplitude des événements extrêmes. Et dans ce cadre-là, les modifications qui vont avoir un impact majeur sur le secteur de l'hydroélectricité sont la modification des apports en provenance des eaux de fonte glaciaire, la modification du régime hydrologique et la modification du régime sédimentaire également, que je vais vous présenter l'un après l'autre. Donc, au niveau des glaciers, on l'a bien vu, on le sait, la réponse des glaciers au changement climatique est celle d'une diminution de leur masse. Donc, vous voyez ici un graphique d'un ensemble de glaciers suisses suivis par le réseau d'observation GLAMOS. On voit le recul de la longueur de certains glaciers. On voit que progressivement, au cours du temps, les glaciers ont donc perdu en longueur, avec une accélération de cette perte de longueur à partir des années 1980, qui coïncide donc avec l'accélération du réchauffement climatique. D'après les analyses, environ 30% de la masse glaciaire a été perdue, de la superficie glaciaire a été perdue au cours des 40 dernières années. Et pour la même période de temps à l'avenir, pour les 40 prochaines années, c'est près de 75% de la superficie glaciaire qui pourrait être perdue. Et donc, la question qui se pose pour le secteur hydroélectrique, c'est est-ce que la disparition des glaciers, finalement, veut aussi dire la disparition de la production hydroélectrique de montagne? Pour y répondre, on a collaboré avec tout un tas d'écoles, et notamment avec le laboratoire de glaciologie de l'ETHZ, au sein d'un projet national de recherche, le PNR 61, intitulé « Retrait des glaciers, restera-t-il suffisamment d'eau pour la production hydraulique ?» qui est un véritable enjeu, notamment pour des territoires de montagne, des territoires alpins comme le Valais. Et donc, au travers de diverses mesures directes et indirectes, l'épaisseur de différents glaciers a été mesurée pour pouvoir en déterminer le volume de glace restant. Puis, les différents scénarios climatiques ont été appliqués pour voir l'évolution future des glaciers jusqu'à la fin du siècle, pour pouvoir finalement, pour nous, simuler l'évolution des débits au cours du temps au droit des différents ouvrages hydroélectriques.
Donc là, vous voyez ce résultat donc, du recul du glacier d'Aletsch, que l'on connaît assez bien, où on sait que le grand glacier d'Aletsch pourrait avoir perdu environ 2/3 de sa surface d'ici la fin du siècle au mieux, ou avoir complètement disparu en fonction des scénarios climatiques qui sont appliqués. Au niveau de l'évolution, de simulation d'évolution des débits, vous voyez ici un des résultats toujours pour ce bassin versant d'Aletsch, pour les 3 glaciers principaux qui composent donc ce bassin versant. On voit une évolution des débits dans le temps en 2 phases. Donc, si l'on se concentre par exemple sur la courbe orange, donc le Grosser Aletsch, on voit d'abord une évolution entre les années 1980 et les années 2050, donc une progression de la fonte des glaciers, donc une progression des apports en eau, des apports de fonte, effectivement des apports en eau pour l'hydroélectricité. Et donc cette augmentation est valable jusqu'à l'horizon 2050, moment auquel on atteindra le pic des glaciers de ce bassin versant. Ce moment, il peut être plus ou moins tardif en fonction de la taille, de la quantité et de l'altitude des glaciers qui composent un bassin versant. Mais ce qu'on voit aussi, c'est qu'ensuite, à partir donc, de ces années 2050 jusqu'en 2100, on va avoir une diminution des débits au droit des ouvrages. Ce qu'on remarque aussi, c'est qu'en fait, la quantité d'eau qui arrivera de la fonte glaciaire ou qui arrivera de façon générale aux ouvrages hydroélectriques en 2100 correspond à peu près à la quantité d'eau qui arrivait dans les années 1950, 60, 70, donc au moment de la construction des grands ouvrages. Donc en fait, au moment de l'âge d'or de la construction des barrages, les glaciers étaient quasiment à l'équilibre, donc ils contribuaient vraiment très peu aux apports en eau pour les bassins versants d'altitude. Donc ça veut dire que non, la disparition ou la régression des glaciers ne va pas représenter la disparition de l'hydroélectricité de montagne, mais plutôt qu'on va vers un changement de régime. Un changement de régime hydrologique, pardon. Donc en fait, on l'a déjà un peu vu ce matin, donc l'évolution des débits pour l'hydroélectricité dans le futur va d'abord augmenter à l'horizon 2050, on le voit avec les courbes orange et vertes ici, puis va progressivement diminuer à l'horizon 2100, avec aussi un décalage des apports plus tôt dans la saison, en raison des précipitations plus importantes en hiver qu'en été à l'avenir, et aussi en raison de l'augmentation de l'altitude de la ligne de neige, qui va donc apporter des précipitations plutôt sous forme de pluie que sous forme de neige, et donc c'est des apports plus directs pour la production hydroélectrique. Mais la modification d'un régime hydrologique, c'est aussi la modification du régime de production. Donc on l'a déjà constaté ces dernières années, de plus en plus d'eau arrive au droit des ouvrages, au droit des barrages, mais le problème c'est que une bonne partie des ouvrages actuellement ne sont pas dimensionnés pour pouvoir accueillir toute cette eau et la stocker. Donc un certain nombre de déversements au droit des ouvrages est nécessaire, ce qui engendre également des pertes de production. Donc si on prend l'exemple par exemple de Beach, qui est la centrale liée au barrage de Gebidem à l'aval du glacier d'Aletsch, pendant l'été caniculaire de 2015 par exemple, pendant 3 mois, les apports moyens étaient de 70 m3 par seconde, avec des pics à 120 m3 par seconde, alors qu'en pleine puissance, la centrale ne peut pas produire plus de 55 m3 par seconde. Donc, avec cette augmentation assez importante des apports, ici on avait 46% d'apports supplémentaires par rapport à la moyenne des années précédentes, donc en eau de fonte des glaciers, des déversements sont nécessaires, et le déversement qui a été effectué en 3 mois était de 16,6 GWh, ce qui représente, à titre de comparaison, l'équivalent de la production annuelle de 3 grosses éoliennes. Donc dans ce contexte en changement, des adaptations sont nécessaires et les réflexions sont menées notamment autour de la surélévation des murs de barrage, donc à la fois pour mieux capter cette eau en été, mais également pour la conserver jusqu'à l'hiver, moment auquel la production indigène d'énergie est défavorable aujourd'hui, on manque d'énergie de production en hiver en Suisse. Des améliorations aussi au niveau de la capacité des ouvrages, des machines, des galeries, etc. sont analysées, mais l'ensemble de ces adaptations doivent tenir compte d'un contexte à la fois économique, environnemental, climatique et aussi politique dans lequel elles doivent prendre place. Et donc c'est vraiment tous ces investissements doivent savoir où, quand, si et pour combien de temps ils peuvent prendre place, sachant que dans certains bassins versants, comme on l'a dit, les pics de fonte des glaciers sont déjà parfois atteints,
ce qui veut dire qu'on doit se retrouver avec des nouveaux dimensionnements d'ouvrages qui correspondent au bon moment pour pouvoir accueillir les bons apports. Un autre enjeu du changement climatique et donc du recul des glaciers et des modifications hydrologiques qui en découlent, c'est la modification du régime sédimentaire. Donc en fait, avec le recul des glaciers, avec le réchauffement du permafrost aussi, la déstabilisation des parois et des moraines a lieu, ce qui met à disposition un grand stock de sédiments qui se retrouvent mobilisables. Et donc, de nouveau, le régime sédimentaire va évoluer en deux temps. D'abord, tant que les glaciers sont en pic de fonte, donc dans cette première partie jusqu'en 2050, avec le recul des glaciers, la capacité de transport de l'eau va augmenter, et donc les matériaux mobilisables vont se retrouver de plus en plus rapidement à l'aval, donc dans les réservoirs des barrages ou au droit des prises d'eau. Mais dans un deuxième temps, quand on aura cette diminution des apports d'eau en provenance des glaciers, la capacité de transport de l'eau va également diminuer et donc les sédiments seront moins facilement transportés vers l'aval et se retrouveront plutôt piégés dans les marges proglaciaires à l'amont. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, la mobilisation de ces sédiments sera plus dépendante des événements extrêmes. Et comme on l'a vu, au moment de mobilisation importante de sédiments qui viennent des bassins versants de montagne, on peut avoir des dégâts considérables aussi à l'aval. Et donc, parmi les adaptations à ce changement de régime sédimentaire, on réfléchit aussi à l'augmentation en altitude des prises d'eau pour pouvoir capter l'eau plus directement sous les glaciers ou proche des glaciers avant que l'eau ne soit trop chargée en sédiments sur son transport. Il y a aussi des réflexions et des adaptations au niveau des revêtements, par exemple, où ici on a l'exemple du carbure de tungstène qui est appliqué sur les roues pour pouvoir prolonger leur durée de vie. Donc c'est aussi des adaptations techniques. Et on a aussi des adaptations qui sont nécessaires, qui passent par exemple par la maintenance prédictive, donc qui est basée sur l'intelligence artificielle et qui cherche à trouver le bon équilibre entre disons, la disponibilité des aménagements, les coûts et les risques pris par les investissements et les entretiens aux machines et aux centrales. Donc on le voit de façon globale que, de façon directe ou indirecte, le changement climatique influence aussi le secteur hydroélectrique. On a une étude ici de Shefli et al. De 2018 qui montre la part des eaux de fonte qui contribuent à la production annuelle moyenne à l'échelle du territoire suisse. Et ce qu'on constate, c'est que les eaux de fonte ne contribuent pas à plus de 4% de la production annuelle hydroélectrique, soit l'équivalent de 1,4 TWh par an. À l'échelle du Valais, l'équivalent est de 9% de la part de la production annuelle qui provient donc des eaux de fonte glaciaire. Quand on se projette à l'avenir, on voit que, avec le retrait des glaciers, on va avoir une diminution des apports en eau glaciaire et donc une diminution de la production hydroélectrique également, de l'ordre de moins 0,6 TWh par an pour la tranche 2040-2060 et ensuite se stabiliser à moins 1 TWh par an à l'horizon 2070-2090. Donc ça représente moins 3% de perte de production par rapport à la production actuelle. Pour le Valais, en l'occurrence, on prévoit une diminution des eaux de fonte, donc une diminution de la production plus tardive, mais plus importante également au moment où l'ensemble des grands glaciers des bassins versants auront diminué, auront fondu. Mais 1 TWh, ça veut dire quoi? Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est mettre ce TWh en balance avec la stratégie énergétique. Donc pour rappel, la stratégie énergétique qui a été adoptée par le peuple et par la Confédération est une convention cadre qui permet de sortir de l'énergie nucléaire en misant sur le développement d'énergies renouvelables, dont fait partie l'hydroélectrique. Et en particulier pour ce secteur hydroélectrique, une augmentation de 3,2 TWh par an est mise dans les objectifs de cette stratégie. Donc ça veut dire que pour pouvoir ça veut dire qu'à travers des améliorations des ouvrages existants et aussi à travers le développement de nouvelles infrastructures, il va falloir à la fois augmenter la production pour atteindre ces objectifs, mais à la fois aussi combler les déficits en eau qui viennent notamment du recul des glaciers. Donc ce TWh devra être comblé en plus des 3,2 TWh qui sont fixés dans la stratégie énergétique au travers de la production hydroélectrique. En plus de ça, forcément, comme on en discute aujourd'hui, les autres usages de l'eau vont intervenir
et vont aussi nécessiter ou engendrer des pertes de production qu'il faudra, dans une pesée des intérêts, pouvoir combler pour atteindre à nouveau ces objectifs stratégiques d'approvisionnement de la Suisse en énergie. Un des grands domaines qui nécessitent aussi beaucoup d'eau et qui engendre aussi des pertes de production pour notre secteur, ce sont les débits résiduels, dont on a un petit peu abordé le sujet ce matin, qui, selon des études, donc c'est des débits qui sont relâchés à l'aval des barrages pour pouvoir permettre aux fonctions des écosystèmes des cours d'eau de se développer. Et ces débits, selon les études, pourraient engendrer aussi des pertes de l'ordre de 2,3 à 6,4 TWh par an. Donc on comprend bien ici que cet enjeu il est crucial parce que le secteur hydroélectrique est à la fois un usager, donc a une demande en eau certaine, notamment ici pour pouvoir atteindre ses objectifs stratégiques à l'horizon 2050, mais c'est également une plaque tournante quelque part pour la redistribution de cette eau pour les autres usages et les autres usagers. Et donc, dans ce cadre-là, l'hydroélectrique doit miser sur de nouvelles opportunités qui permettent à la fois de garantir l'approvisionnement énergétique, de minimiser les impacts environnementaux et de garantir la gestion et l'intégration des autres usages et des ressources. Donc dans cette optique-là, une des opportunités qui se présente aujourd'hui à nous, ce sont les lacs glaciaires. Donc en fait, avec le recul des glaciers, ce sont près de 500 à 600 dépressions qui ont été déterminées à l'échelle des Alpes suisses qui pourraient se créer. Donc ça représente environ 50 km² de lacs à l'horizon 2050. Et ces lacs naturels nécessiteront donc une gestion aussi à l'échelle du bassin versant. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces lacs ils vont aussi engendrer des risques, étant donné que s'ils ne sont pas gérés au moment de crues ou d'événements extrêmes, ils pourraient laisser charrier l'eau et les sédiments à l'aval de façon critique. Donc à nouveau, cette opportunité de lacs sous-glaciaires, comme on voit ici pour les projections pour le Val-de-Bagne ou de nouveau pour le bassin versant d'Aletsch, présente une opportunité pour le secteur. Et à ce moment-là, l'idée est de pouvoir intégrer non seulement la notion énergétique hydroélectrique de production, mais à ce moment-là également d'intégrer les autres usages de l'eau qui sont nécessaires à cette échelle et à l'échelle du bassin versant notamment. Donc là, il y a plusieurs exemples donc, de mise en place de projets autour de la production hydroélectrique, autour de ces bassins, ces lacs glaciaires. Ici, on a l'exemple de Trift qui est très discuté, où un projet hydroélectrique est toujours en cours de discussion. Et un autre exemple qu'on a aussi, c'est le glacier d'Oberhalletsch, par exemple, où un lac naturel d'environ 25 millions de mètres cubes va se former, ce qui représente une énergie de pointe d'environ 100 gigawattheures par an, qui pourrait donc être apportée à cette stratégie énergétique. Donc en gérant avec assez peu d'impact environnemental, en mettant simplement des prises d'eau sous glaciaire, puis sous lacustre, on pourrait gérer ce lac, gérer le risque qu'il engendre, et à la fois produire une énergie à partir d'une eau qui est mise à disposition naturellement sur ce type de site. Mais évidemment, comme je l'ai dit avant, une pesée des intérêts est nécessaire et l'intégration des nouveaux usagers ou des usagers qui ont une demande plus conséquente est nécessaire. Et justement, ces autres usagers, parlons-en. Donc pour le secteur hydroélectrique, en tant que, je l'ai dit, un peu plaque tournante au niveau des bassins et des ouvrages d'altitude, il y a tout un tas de réflexions qui se font, mais c'est évident, on l'a déjà bien vu ce matin, qu'apporter aujourd'hui des solutions concrètes est encore trop tôt. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a quand même des esquisses, des prémices en fait, de réflexion autour de la notion de multi-usage, qui finalement est une notion assez nouvelle, malgré le fait que les barrages hydroélectriques finalement jouent déjà tout un tas de rôles à leur échelle également. Donc, par exemple, en plus de l'approvisionnement énergétique, les barrages jouent un rôle important dans la rétention des crues, en retenant donc à la fois l'eau et les sédiments en amont dans les bassins versants, et donc ce qui permet de pouvoir redonner l'eau à l'aval de façon différée et contrôlée après le pic de crue, ce qui peut diminuer les dégâts à l'aval. Donc ça, on le connaît bien, le Minerva a été évoqué aussi ce matin. Les barrages représentent aussi donc un soutien à l'étiage, ça a aussi été mentionné, le fait de pouvoir redistribuer de l'eau à l'aval pour des questions environnementales, des questions écologiques, est aussi un rôle important. On a vu aussi la contribution à la nappe phréatique peut être d'importance. Ça veut dire que finalement le secteur joue aussi un rôle dans la gestion de la quantité et de la qualité
de l'eau potable. D'ailleurs, pas mal de raccordements d'eau potable communaux, notamment aujourd'hui, sont étroitement liés à la présence d'un ouvrage hydroélectrique. La question de l'irrigation, donc on l'a vu, l'irrigation a des besoins en eau, principalement aujourd'hui encore entre avril et septembre, moment auquel les barrages tendent à se remplir. Donc il y a aussi des accords à trouver, des discussions à avoir pour savoir comment et quand redistribuer cette eau à ce secteur important. La question du tourisme est aussi capitale, notamment par le fait que ici en Valais, on a cette question de l'enneigement artificiel. Donc les stocks d'eau qui sont dans les réservoirs peuvent aussi représenter une réserve pour l'enneigement artificiel. Le fait d'avoir des barrages en altitude permet aussi d'accéder à des terrains qui sont donc plus hauts en altitude. La question du changement climatique sur le tourisme doit aussi être réfléchie dans ce sens-là. Et plus généralement, on pourrait aussi voir les réservoirs de bassins, les réservoirs de barrages comme des réserves d'eau plus importantes en cas d'incendie. On l'a évoqué aussi comme eau de refroidissement pour l'industrie et les ménages, etc. Donc c'est vrai que ce sont seulement des prémices de réflexion autour de plusieurs usages qui pourraient devenir dépendants d'un bassin ou d'un réservoir hydroélectrique. Mais toutes ces questions doivent être vraiment discutées avec l'ensemble des acteurs du territoire pour garantir une gestion donc plus intégrée de la ressource eau. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on est producteur hydroélectrique. Le secteur hydroélectrique a comme mission principale la production, mais qu'il y a une véritable prise de conscience dans la nécessité d'une vision plus large, d'une vision plus globale, d'une vision plus intégrée de la ressource eau et de la gestion de la ressource eau. Donc en particulier, les collaborations et les partenariats sont encore en cours d'exploration. Comment, qui, quand faire les choses. Par contre, ce que l'on sait, c'est que l'on collabore avec nos interlocuteurs principaux, premiers, que sont les communes, qui sont elles-mêmes en première ligne de mire pour la gestion donc, de toutes ces questions liées à l'eau. C'est d'ailleurs dans ce sens-là qu'Alpic a lancé le prix Alpic, en collaboration avec l'Association des communes concédantes du Valais et le Blue Arc Challenge, pour soutenir des projets donc innovants de gestion globale, durable et long terme de l'eau portés par une commune. On l'a vu aussi, la question de l'intégration de la recherche appliquée est capitale pour pouvoir définir les enjeux clés, les acteurs clés, les usages clés et les besoins du futur pour vraiment pouvoir intégrer ces questions le plus rapidement possible dans le développement de nouveaux projets également. On se concentre aussi sur l'apprentissage et l'intégration de nouvelles compétences métiers pour pouvoir vraiment mieux comprendre et mieux appréhender les défis de la gestion de l'eau du futur, pour vraiment pouvoir passer d'un statut de producteur hydroélectrique à gestionnaire de l'eau. Voilà, je vous remercie pour votre attention.